Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Alexis Villain, qui est un philosophe qui est professeur de philosophie en lycée et qui va nous traiter donc de l'identité entre fiction et le réel. L'identité est un thème qu'il a déjà un petit peu travaillé. Nous l'avons également sollicité pour dans la maladie à certains moments. Est-ce que la maladie change d'identité? Bref, on a tourné beaucoup autour de cette identité et on se rend compte à quel point c'est un thème inépuisable et très, très intéressant. Donc, Alexis, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir ce soir parmi vous. On vient de voir avec l'institution Les Pâtes au beurre, la fédération Les Pâtes au beurre. On vient de voir un petit peu toute une série de questions là déjà qui nous interpellent sur la question de l'identité. Au début de votre présentation, on voit bien comment la difficulté pour la mettre en place, enfin pour essayer de donner comme ça une image qui totaliserait ce qu'est cette fédération, comme ça. Et on voit que le vocabulaire que vous utilisez, surtout pour en parler, c'est ça bouge, ça se transforme, ça évolue. Et on voit bien comment justement l'autre de l'identité, ben, c'est justement le mouvement, la transformation, et comment identifier quelque chose, c'est bien le penser comme même que soi-même, identique à soi, parce qu'on n'entend pas forcément en termes d'identité, mais qui en fait le cœur, c'est la notion de même que soi-même. Voilà. Et quelque part j'ai l'impression, alors je ne suis pas suffisamment pointu ou calé pour avoir un retour comme ça, une analyse approfondie de ce que vous proposez, mais ce que je trouve très fort, en tout cas, comme ça, c'est que on a bien affaire à une institution, c'est-à-dire à quelque chose qui produit, qui véhicule de l'identité, qui suppose de l'identité et qui en même temps eh bien, semble éclater complètement les exigences de l'institution, puisqu'au contraire, justement, ça ne cesse pas de bouger. Je crois qu'on pourra revenir à plusieurs reprises sur le... On pourra revenir à plusieurs reprises sur les pâtes au beurre dans ce que j'ai à présenter, parce qu'il y a à plusieurs moments, je crois, des petits... l'organisation de l'espace, les paravents, enfin tout ça sont des éléments qui jouent dans ce qu'on appelle l'identité. Bon, donc, Marie-Elisabeth m'a présenté, moi donc je viens de la philosophie. Ma petite investigation du côté de la psychanalyse, elle s'est jouée surtout comme patient et comme lecteur de Freud et de Lacan. Un lecteur un peu paresseux ces derniers temps, mais enfin bon, lecteur un petit peu quand même, malgré tout. Et donc, ce que je vais vous proposer est d'obédience philosophique et un petit peu psychanalytique, mais sûrement pas médicale, parce que je pense que ce que Marie-Elisabeth m'avait demandé, c'était d'aborder la question de l'identité à l'épreuve de la maladie. Et la maladie, moi, je crois que je ne sais absolument pas ce que c'est en tant que spécialiste. Et si bien évidemment, on peut avoir des petites idées comme ça sur l'identité qui peut être mise à mal dans des choses qu'on appellerait comme ça vulgairement la schizophrénie ou l'Alzheimer, des choses comme ça. En même temps, je suis tout à fait incapable de traiter ça avec ces exigences-là. Et donc, je ne vais surtout pas me risquer sur ce terrain. Par contre, ce que je peux faire, c'est investir donc philosophiquement la question de l'identité à travers trois questions. Une première qui est d'abord d'interroger les conditions de possibilité d'identité. Que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité? Parce que, après tout, on n'est pas obligé de partir de l'idée que l'identité, elle soit posée, donnée, mais on peut commencer à produire un questionnement qui suppose un petit décalage par rapport à ça. Que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité? Premièrement. Deuxièmement, on peut aussi se poser une autre question à laquelle je vais donner des embryons de réponse. Quelle est donc la fonction de l'identité? Si on ne part pas de l'idée que l'identité, c'est un donné qui va de soi, mais que c'est quelque chose qui suppose des conditions, alors se pose la question de sa fonction. À quoi ça sert? Quelle fonction, au pluriel, très certainement, remplit-elle? Qu'est-ce que c'est pour un sujet qu'avoir une identité? Et là, déjà, dans mon questionnement, j'ai introduit un petit hiatus qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir
d'admettre communément, c'est qu'il y a entre le sujet et l'identité, il n'y a pas d'identité, justement. Que l'identité, c'est un aspect du sujet, une fonction qui intervient au cœur de ce qu'on appelle le sujet, mais qu'il n'y a pas nécessairement adhésion, collage entre les deux. Et puis, troisième type de question que je peux philosophiquement poser autour de la question de l'identité, qui est celle des limites. Des limites. Jusqu'où y a-t-il identité? Quand est-ce qu'il n'y a plus identité? Qu'est-ce qui peut mettre l'identité en jeu, en question? Qu'est-ce qui peut s'avérer périlleux pour l'identité? Qu'est-ce qui peut l'affecter? Ouais. La France qui s'inquiète d'être française, qu'est-ce que c'est qu'être français? Voilà, on sent le péril. Voilà. Alors, pour autant, je ne vais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps j'ai. Tout à fait. Voilà, d'accord. Okay. Je ne vais pas complètement traiter ces questions. Je vais plus essayer de montrer pourquoi ces questions se posent, dans quelle mesure elles se posent, et quelles pistes on peut envisager, quelles pistes je peux envisager, moi, par la suite, quand je me remettrai à bouquiner, pour essayer de les investir. Voilà. Mon préambule est terminé, et je vais passer à l'introduction. Alors, l'introduction, il faut que si je mets la diaporama, ah oui, ça j'en ai pas, pardon. Tac. Diaporama. À partir de la diapositive actuelle, c'est parfait. Et si j'appuie là, ça marche. Donc, on vient de terminer ce préambule, intention, questionnement. Et on passe à l'introduction, il faut un deuxième clic, de la question de la connaissance à celle de l'identité. C'est-à-dire que là, je risque de vous perdre pendant 5 minutes. Non pas que ce que je vais dire soit compliqué, mais simplement que je vais faire un revirement. En tout cas, prendre les choses sous un angle inattendu. Enfin, peut-être qu'il est attendu. Moi, je ne m'attendais pas en faisant ça à partir comme ça. De la connaissance, de la question de la connaissance à celle de l'identité. De la question de la connaissance, c'est-à-dire d'une problématique qu'on pourrait qualifier d'épistémique, si vous voulez. Épistémé, en grec, c'est la science, donc d'un problème qui est celui de savoir. En effet, en général, la question de l'identité, on ne la pose pas du côté du savoir, du côté du discours objectif qu'on va porter sur les choses. On la pose plutôt du côté du sujet, la question de l'identité. Qui suis-je? Voilà. Et ce que je voudrais montrer dans cette introduction, c'est que la question de l'identité, c'est peut-être d'abord une question qui se pose du côté du savoir, du côté de l'attente de savoir. Autrement dit, du côté de l'attente de la production d'objectivité. Voilà. Alors, en effet, partons de cette question du savoir. Qu'est-ce que c'est que cette question du savoir ou de la connaissance? Je prends ces termes comme synonymes là. C'est que l'humain, le sujet humain, s'interroge, il est confronté à des phénomènes, choses qu'il observe, qui se présentent à lui, il pleut, il fait chaud, il est confronté à des phénomènes, à une diversité de phénomènes, et ces phénomènes, il essaye effectivement d'en connaître quelque chose, d'en saisir quelque chose, d'en dire quelque chose. Or, comme dans les pâtes au beurre, qu'est-ce qui résiste à cette connaissance? C'est la transformation, le changement, le mouvement qui anime ces phénomènes. Il ne pleut pas tout le temps, il ne fait pas chaud tout le temps, etc. Ça change, ça bouge. Connaître, c'est d'abord attendre, espérer s'inquiéter d'une certaine identité dans les phénomènes. Il faut qu'il y ait du même, il faut qu'il y ait de la régularité, il faut que ça revienne en un sens. Vous voyez, en un sens, la problématique de l'identité, elle se joue aussi du côté d'une question qui n'est pas une question existentielle, qui suis-je, qu'est-ce que c'est qu'être pour moi, etc., mais qui est une question scientifique, une question tournée du côté des objets, une question comment dire, qui attend de la pensée qu'elle objective ce dont elle parle. Voilà. Identifier. Voilà. Il y a un souci d'identification. La pensée est animée par un souci d'identification. Voilà, en ce sens, s'y reconnaître dans ce monde, voilà, ou dans ce réel, et en faire justement un monde. En prenant donc la question de l'identité sous cet angle, on peut faire ressortir un des enjeux de l'identité,
Un enjeu qui n'apparaîtrait peut-être pas autrement si on partait directement côté sujet du qui suis-je, et on posait que l'identité était la réponse à cette question. Un enjeu qui est que dans l'intention identitaire, dans l'intention d'identifier, dans le signifiant identité, il y a du connaître. Il y a quelque chose de la connaissance qui est en jeu. Mais d'un connaître auquel il faut bien mettre des guillemets, parce que moi j'ai un texte écrit et là il y a des guillemets, un connaître auquel il faut mettre des guillemets parce qu'on peut en même temps poser la question de savoir si cette connaissance, entre guillemets, est bien une connaissance de ce réel. C'est ce qu'illustre d'une certaine façon ce tableau de René Magritte. Fenêtre ouverte, toile, observation directe du réel saisi donc comme à travers les phénomènes là, apparents. Ici, on ne sait plus très bien. Dans la question même de la connaissance, le souci d'identifier, il y a, de reconnaître du même, hein, au contraire, dans ce qui ne cesse de changer. Vouloir y reconnaître du même, c'est bien une intention subjective, c'est bien une intention du sujet, c'est bien une intention qui part du sujet, qui est une intention qui est, en un sens, interne à la pensée, si vous voulez. Et ici, l'hésitation entre le chevalet ou la fenêtre nous met en présence de cette ambiguïté associée au connaître. Voilà. Une façon d'aborder la problématique de la connaissance, qu'est-ce que c'est que connaître? C'est d'opposer justement au flux du devenir, tout ne cesse de devenir, tout ne cesse de changer. D'opposer au flux du devenir, au contraire, la stabilité, ce qui ne change pas, la permanence, l'identique. Je pense que même si c'est un résumé un peu trop résumé, trop synthétique, qu'on peut se souvenir à cette occasion des grandes discussions entre des philosophes grecs, disons, voilà, pour faire vite, d'un Platon qui s'opposerait par exemple à un Héraclite, même si on est à des époques différentes, mais d'un Platon qui s'opposerait à un Héraclite pour lui dire que dans le flux incessant du devenir, enfin, au-delà, par-delà le flux incessant du devenir, la possible reconnaissance du fleuve dans son identité, par exemple, elle suppose les idées, l'éternité des idées. Voilà. Cette tension entre, d'un côté, un flux incessant, et de l'autre côté, ce qu'exige ce désir de connaître sur le plan de l'identité, nous renvoie donc du coup, nous permet de mettre en évidence la dimension subjective de la question de l'identité, comme de la connaissance d'ailleurs. La dimension subjective en termes d'intention, en termes d'attente. L'autre référence que je convoquerai très rapidement pour donner à comprendre ça, c'est Emmanuel Kant dans son introduction de la critique de la raison pure, qui tout simplement pose le problème de la connaissance ainsi. Enfin, comment il ne parle pas d'un flux incessant, il parle du divers de la sensibilité. Mais divers, ça donne bien déjà l'idée en fait, les phénomènes sont complètement éclatés, ça part dans tous les sens. On y trouve des régularités, qui y sont probablement, mais parce que d'abord et avant tout, il y a, dit Kant, il y a le jeu qui, lui, est unifié et qui est la condition de possibilité de l'unification de la diversité des expériences en une synthèse. Comme ça. Voilà. C'est parce que, quand le pose comme ça, il y a ce jeu qui est unifié que la connaissance devient possible, que l'identification objectivante, si vous voulez, côté objet, devient possible. Mais donc, ça veut dire qu'il pose d'emblée une identité, une mêmeité du sujet. Le sujet est même que lui-même, et c'est parce qu'il est même que lui-même que du coup, il peut connaître. Est-ce que le sujet est même que lui-même? Il va falloir qu'on se pose maintenant cette question qui nous intéresse bien plus que l'autre, que de toute façon, je n'ai pas traité. Alors, partons dans un grand 1 vers cette idée que, non kantienne, que le sujet, il serait fabriqué.
le sujet serait fabriqué, c'est une idée bien plus contemporaine, et que ce sujet, il est fabriqué sur le mode de l'identité. Ce n'est pas rien de fabriquer du sujet. Ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est que le sujet, c'est de la fabrication, mais c'est de la fabrication qui, en plus de ça, est une fabrication qui s'opère sur le mode de l'identité, donc du même à soi, de la mémité à soi-même. Pour illustrer ça, je pense qu'on peut partir du petit vol que fait Freud à Darwin quand il parle de la horde primitive. Vous avez tous entendu parler de ce truc-là. La horde primitive, je vais insister un peu parce que Marie-Elisabeth m'a dit que c'était le point qui était intéressant dans mon intervention. Donc, alors, Freud, dans un texte qui s'intitule Totem et tabou, entre autres, texte de 1913, qui ne cesse de faire polémique, on pense qu'il est mort et enterré, parce qu'il n'y a pas un des points de ce texte qui ne soit sujet à caution. Il n'en reste pas moins que Freud donc, utilise un mythe forgé par Darwin pour essayer de rendre compte de l'origine des sociétés humaines. Darwin imagine donc que dans ces temps premiers, un mâle dominant règne sur un ensemble de femelles qui sont toutes indistinctement pour lui des objets de satisfaction. Les quelques enfants mâles qui se présentent à lui sont évincés comme des rivaux. Cette horde, qui n'est donc pas une société, elle fonctionne sur le mode du même. En effet, mis à part la position ici du chef de la horde, toutes les c'est pas des individus, c'est tous les êtres vivants sont du même, des objets sexuels au même titre, ou quand ce sont des rivaux, ce sont des mêmes que lui-même. Un rival, finalement, c'est un même que moi-même qui peut prendre ma place. Ce qui caractérise finalement cette horde, c'est l'indistinction. On peut dire que il n'y a pas dans cette horde de père autre que biologique, il n'y a pas de père symbolique, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de grand-mère, il n'y a pas de cousine, il y a de l'indistinction, c'est-à-dire, je ne sais même pas si on doit dire un sujet pour ce mâle dominant, mais il y a un être qui jouit de ce qui l'entoure. Indistinction. Alors, Freud poursuit le mythe darwinien. Comment est-ce qu'on passe de là à une société humaine, donc avec un minimum d'organisation? Ce qui se passe, dit Freud, les problèmes pour imaginer bien ce qui se passe, vous allez voir, non, il manque des étapes, il y a des trucs qui font question. Mais bon, ce qu'on imagine, c'est que les frères qui se sont fait évincer de la horde, convoitant les femelles de la horde, se regroupent et vont éjecter le mâle, le père de la horde, le chef de la horde, et que, une fois qu'ils ont pu donc remettre la main sur les différentes femmes, femelles, eh bien, ils se disent, ah, mais c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette façon de fonctionner? Et là, Freud dit, ils vont s'interdire ce que le père s'autorisait, c'est-à-dire qu'ils vont s'interdire la femme de l'autre. S'interdire la femme de l'autre, ça vient immédiatement donc instituer des distinctions. La fille n'est pas la mère, la belle-sœur, ce n'est pas non plus ma femme. Il y a des distinctions, il y a quelque chose d'une parenté qui se met en place, si vous voulez. Il y a une différence générationnelle qui s'introduit. D'autant que j'ai passé une petite étape qui est celle du repas totémique. Au moment du repas totémique, donc, tous les frères fêtent ça en mangeant
le corps en mangeant le père. Manger le père, ici, c'est s'approprier sa force, c'est-à-dire le reconnaître comme père symbolique. Les fils reconnaissent le père, ils s'instaurent comme fils. Bref, il y a quelque chose de l'ordre d'une institution, enfin, il y a une institutionnalisation là, du groupe, c'est-à-dire qu'il y a de la séparation qui se met en place, et cette séparation qui se met en place, donc cette individualisation qui en découle, elle est issue d'un interdit, hein, pas toutes les femmes, d'un interdit qui est un interdit donc fondateur en ce sens, l'interdit de l'inceste. L'idée de Freud à cet endroit-là, il n'est pas le seul, Lévi-Strauss le reprend, si je ne dis pas de bêtises, l'idée de Freud, c'est que cet interdit de l'inceste, c'est à la fois le premier geste culturel et en même temps le geste fondateur. Hein. Et la famille qui en découle, vous l'avez compris, la famille qui en découle, c'est-à-dire quoi? L'organisation la régulation de la sexualité. Au final, cette régulation de la sexualité, elle est pérennisée par l'institution famille, qui serait donc au point de départ de la construction sociale. Qu'est-ce qu'on a dit là-dedans? On a dit d'abord que la temporalité humaine, ce n'est pas tout à fait la temporalité naturelle. Il ne suffit pas qu'il y ait reproduction biologique pour qu'il y ait famille. Pour qu'il y ait famille, il faut qu'il y ait quelque chose d'un interdit fondamental qui vienne organiser tout ça, organiser notamment les relations sexuelles. Parmi ces interdits fondateurs, Freud en place aussi deux autres qui sont très intéressants, moi je trouve. Il y a donc l'interdit de l'inceste, puis il y a l'interdit du meurtre. On est beaucoup moins choqué, ça semble beaucoup plus évident. Ça semble beaucoup plus évident que nos sociétés supposent pour s'organiser qu'on ne traduise pas immédiatement la haine qu'on éprouve pour l'autre par son annihilation. Et puis l'interdit du cannibalisme, qui est finalement la régulation des pratiques alimentaires, enfin, ou la mise en place de pratiques alimentaires. On ne mange pas tout et n'importe comment, on ne mange pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Donc régulation de la sexualité, régulation des pratiques alimentaires, régulation de la haine elle-même dans les relations. On peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop. Pour qu'il y ait du sujet, il faut qu'il y ait de l'institution. Voilà, c'est la conclusion de notre premier point là ici. Hein, il y a le vivant n'advient à la subjectivité, n'advient un positionnement subjectif qu'à la condition qu'il y ait de l'institution. Faut-il que cette institution soit nécessairement telle, etc. Ça, j'en sais rien, mais il faut qu'il y ait de l'institution. Hein, parce que le questionnement, peut-on se passer des institutions? Frédéric Lordon, il revient, et de façon assez intéressante, parce qu'on voit bien aussi ce qu'il peut y avoir de mortifère dans les institutions, ce qu'il peut y avoir de sclérosant, etc. D'où l'intérêt, là, dans les pâtes au beurre du mouvement, voilà, de réussir à introduire contre la sclérose le mouvement, etc. Mais il faut de l'institution. On va voir un peu plus loin qu'il y a une autre institution qui est fondamentale, qui est le langage. Bon, bref, on a déjà répondu à une première question. Là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du sujet? Il faut qu'il y ait de l'institution. Je termine ce point ici en faisant référence au fait que donc, une institution qui semble bien fondamentale dans les modalités d'organisation des sociétés que nous connaissons, c'est la famille. La famille, ça passe notamment par le nom de famille qui est le nom du père. Nom du père, c'est symbolique, c'est intéressant là, parce que ça veut dire que ce qui va produire du sujet, c'est quelque chose de l'ordre d'une séparation avec la mère. Et le nom du père vient en un sens comme dire, comme référer le sujet à de l'autre déjà. Le père, en fait, d'une certaine façon, c'est ce qui est, en tout cas, c'était vrai jusqu'au XXe siècle, c'est ce qui était le plus incertain dans la reproduction.
Hein, la mère, on sait que c'est la mère, il n'y a pas de problème, mais le père, est-ce que c'est le père? Voilà. J'ai entendu tout à l'heure l'ADN convoqué pour identifier, pour montrer qu'on essaye enfin, les pâtes au beurre, il y a transformation, tout, mais il y a un ADN. Voilà. Bon, là, l'ADN, en l'occurrence, c'est le nom du père, d'une certaine façon. Sauf que à partir du moment où on peut aussi identifier sur le plan de l'ADN le père, peut-être que le nom il va tellement nécessairement être celui du père. Enfin bon, voilà, on comprend la fonction symbolique ici du nom du père, on comprend pourquoi, du coup, sur sa carte d'identité, le sujet porte le nom de son père, parce que précisément, être un sujet, ce n'est pas être simplement un prolongement ombilical de la procréation génitale, mais ce qui s'institue par la nomination symbolique. Il faudrait creuser là en allant voir un petit peu quelle est l'histoire de la carte d'identité. Comment ça s'est mis en place les cartes d'identité? Et là, on pourrait aussi creuser sur la fonction même de l'identité, parce que là on le voit, la fonction, bon, c'est de produire du sujet, mais il y a peut-être un moment donné où la carte d'identité va encore accentuer l'assujettissement. Petit b, paf, du sujet. Ah ben ça, c'était la responsabilité. C'était pas du tout censé se présenter comme ça. J'avais fait un beau diapo avec des photos qui apparaissaient successivement. Moi, c'est complètement raté. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Alors, Épictète, je vais en parler dans le troisième point que vous n'êtes pas censé voir. Derrière, il y a Kant, et entre les deux, il y avait Oliver Sacks. Bon, mais je commence par un autre point qui est celui-là, l'unité de la conscience. C'est pas grave. Pas grave. Non. Les effets n'étaient pas à ce point déterminants. Donc, petit b, du sujet à la personne. On vient de voir comment on produit du sujet. Il faut que le vivant subisse quelque chose de l'ordre d'un interdit symbolique. Et bien maintenant, on va voir comment ce sujet il va devenir comme une personne, autre dimension de l'identité. La personne. On parle parfois de personnalité, mais parfois pas dans le sens où je vais employer ce terme de personne. Vous savez, le terme personne, c'est le persona là, en grec, en latin, c'est le masque, prosopone en grec, le masque que portaient les comédiens pour tenir leur rôle sur scène. La personne, c'est donc l'individu en tant qu'il est public, c'est-à-dire en tant qu'il tient un rôle devant l'autre, devant les autres. Tenir un rôle, l'expression n'étant pas à prendre sur son versant hypocrite, mais au sens plutôt, il est attaché à une fonction, il est attaché à une étiquette, il doit en assumer les conséquences. Tenir un rôle, pour le comédien, c'est quand même aller jusqu'à assumer, en tout cas sur scène, tout son texte. Il ne va pas commencer la pièce et s'arrêter. Hein. Il faut assumer tout ça. Et en un sens, il va aussi avoir à subir les retours du public. La personne, c'est ça, c'est l'individu en tant qu'il est un être public. Eh bien, cette possibilité même-là, à quelles conditions peut-il y avoir identité? À quelles conditions peut-il y avoir personne, personnalité? À quelles conditions puis-je être un être donc public, c'est-à-dire susceptible d'assumer les conséquences de mes actes, ou encore de répondre de mes actes à la demande du public, responsabilité, répondre, demande, etc. Eh bien, à une condition, nous dit Kant, que je reconvoque ici, parce que quelque part, avec ce XVIIIe siècle, on est en train de poser l'être humain comme étant fondamentalement une personne. On a une notion, là, avec la notion de personne, qui devient fondamentale pour penser l'être humain, confère les droits de l'homme. Eh bien, Kant, ici, dans ce XVIIIe siècle, il pose comme ça, pour se lancer dans son anthropologie, dans son étude de ce que c'est qu'un être humain, il commence par poser d'abord et avant tout que l'être humain, ce qui le caractérise en propre, c'est qu'il est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement la conscience de soi, mais qu'il y a en plus une unité de la conscience de soi. C'est-à-dire que cette conscience de soi, elle ne change pas entre le temps T1 et le temps T2, mais qu'elle se perpétue bien, et que malgré les changements d'humeur, malgré les changements d'opinion, malgré tous les changements que cette conscience peut subir, elle se maintient elle est identique à elle-même. Unité de la conscience, identité. Et alors, cette identité, aux yeux de Kant, elle est fondatrice du fait que l'être humain est une personne. Pour encore mieux comprendre la force de ce terme de personne, il faut comprendre que quand
définit la personne par distinction d'avec la chose. Tout ce qui n'est pas être humain est chose, y compris les animaux, nous dit-il, parce que précisément, ils n'ont pas cette unité de la conscience et la raison qui va avec, etc. On connaît l'anecdote, mais il faut quand même la rappeler. Jusqu'au début du XXIe siècle, c'est bien cette distinction qui va cadrer la loi, le code civil. Les animaux sont reconnus effectivement comme des objets, comme des choses, plus précisément comme des meubles, c'est-à-dire comme des êtres dont on peut disposer à sa guise, ce qui est la définition kantienne de la chose, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas caractérisés par une volonté propre, mais pour lesquels on a à charge de vouloir. Voilà. Ce qui pose la question de savoir qu'est-ce que je dois vouloir pour l'animal. Mais c'est à partir du début du XXIe siècle, la catégorie qui va être prise pour évoquer les animaux, ça va être celle proposée par Rousseau. C'est la même génération que Kant. Kant est un petit peu plus vieux, un peu plus jeune, pardon. La catégorie proposée par Rousseau, c'est celle d'être sensible. Être sensible, des êtres susceptibles de ressentir la douleur et le plaisir. Et que puisqu'ils peuvent ressentir la douleur, alors disait déjà Rousseau, je ne vois pas ce qui me donnerait le droit de les faire souffrir inutilement. On voit comment tout ça fait écho. Bon, bref, qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet, c'est du vivant frappé d'un interdit symbolique et qui est, du fait de cet interdit, susceptible de se séparer d'autres sujets. Mais c'est aussi une personne, c'est un être. Alors, personne, j'ai commencé à définir et j'ai dit que ce qui distinguait la personne de la chose, chez la chose, c'est ce dont on peut disposer à sa guise, guise égale volonté. Donc, ce qui caractérise la chose, c'est qu'elle est dépourvue de volonté. Volonté, voilà une notion qui mérite d'être creusée un petit peu. Qu'est-ce que c'est donc cette volonté qui caractériserait donc en propre la personne? Et cette volonté s'articule avec l'unité de la conscience, donc la conscience, la disposition à, je sais pas moi, à s'ouvrir sur une extériorité, mais il y a plus que ça dans la volonté. C'est aussi pouvoir décider. La personne, c'est finalement le sujet qui est susceptible de pouvoir être auteur de ses actes. Il n'est pas seulement agi par une extériorité, il est auteur de ses actes, d'où la question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. On voit bien toutes les fonctions, on va faire Nietzsche, la généalogie de la morale, toutes les fonctions qui peuvent être celles de la responsabilité. Mais la personne, ça suppose ça. Ça veut dire que poser le sujet comme étant une personne, c'est poser le fait qu'on a affaire à du vivant qui prend des décisions et qui se définit d'abord et avant tout par cette capacité à prendre des décisions. D'où la liberté qui s'ensuit, d'où le fait de poser la liberté au fondement, en principe, de notre humanité. Voilà. Alors, responsabilité, j'en ai parlé. Le troisième petit point, là, vous voyez l'identité comme ancrage du sujet dans la volonté, il a, dans mon propos, une valeur illustrative parce que je ne vais pas le développer outre mesure. C'est Hans Combe, le philosophe Hans Combe, qui, sur la question de l'identité, développait un exemple à partir de sa lecture d'Épictète. Épictète esclave, est menacé par son maître d'être exécuté s'il ne coupe pas sa barbe. Mais Épictète ne veut pas couper sa barbe. Point d'identification. Parce que sa barbe, elle incarne à ses yeux son positionnement de philosophe. Être philosophe, c'est avoir une barbe. Donc, je ne couperai pas ma barbe. Au risque donc d'être exécuté. Qu'est-ce que je veux pointer là? On voit bien que, me semble-t-il, en tout cas, j'aimerais bien qu'on le voit bien, on voit bien que le vivant, qui est l'humain, se positionne comme sujet. Je ne suis pas l'autre, je ne suis pas mon père, je ne suis pas mon frère, etc. Mais également se positionne à partir de quelque chose qu'il appelle volonté. Je veux, et ce qui est davantage moi que mon corps biologique, que la perpétuation de ma vie, ce qui est davantage moi
c'est ce pouvoir de vouloir en un sens envers et contre tout. Vous voyez, ici, la volonté, elle devient un terme très abstrait, la volonté. Elle est où? Elle est quoi? Elle est dans le fait qu'il tienne comme ça à sa barbe, c'est-à-dire à son identité de philosophe. Et donc, voilà, il ne renonce pas à cette position. Concernant la question de l'unité de la conscience, j'avais aussi prévu, est-ce qu'on l'a? Tchac, voilà, ben, il passe derrière. Ah oui, non, c'est parce qu'il fallait que j'en parle avant. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas obligé de tout développer non plus. Bon, bref. Et de toute façon, là, tout ce que je viens de poser jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que le sujet, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est fabriqué, que la notion même de personne, dont on pose qu'elle est au fondement de notre humanité, elle a elle aussi valeur de principe, c'est-à-dire qu'il faut en réalité la poser. Et avec ces termes, sujet, personne, on n'a pas encore fait le tour de la question de l'identité, puisque d'une certaine façon, l'identité, ça se joue aussi, pas seulement dans la présence du sujet aux autres, la présence publique, la personne, mais ça se joue aussi dans le rapport intime à soi. Donc, on va se tourner cette fois du côté d'une autre facette de l'identité, dans l'intimité du sujet, le moi, la position du moi. Alors, même problème que tout à l'heure, hop, petit a, le moi. Il n'y a pas de petit c pour l'instant. Si je reprends mes notes, pour reprendre mes esprits, je dirais que donc l'identité n'est pas réductible à la posture sociale, politique ou publique du sujet. La question de l'identité à soi-même, parce qu'en réalité, identité, c'est identique à quoi? Hein, là, en l'occurrence, identique à soi-même. La question de l'identité à soi-même se pose aussi pour le sujet dans l'intimité même. Mais qu'est-ce que je suis donc? Après le masque social, parce que finalement, la personne, c'est le masque social, et je ne vous apprends rien donc, en disant que je ne me réduis pas à mon masque social. Enfin, il suffit d'ouvrir n'importe quel bouquin de développement personnel pour trouver cette idée-là. Enfin, cette idée que le sujet, il n'est pas simplement du côté de la personne sociale, mais aussi d'un moi intime. Mais donc, du côté de ce moi intime, la question de l'identité à soi-même se pose également. Et après le masque social par lequel le sujet s'avance et se laisse percevoir donc dans le registre, disons, institutionnel, il nous faut investir le moi par lequel le sujet se présente à lui-même. Cette formulation est très importante parce qu'elle, comme tout à l'heure, il n'y a pas d'identité entre le sujet et la personne, mais il n'y a pas non plus d'identité entre le sujet et le moi. Et c'est peut-être à ce niveau-là que ce que je vais dire, justement, déroge des manuels de développement personnel. Il n'y a pas d'identité du sujet au moi. Le moi, c'est une instance psychique. Le moi, c'est une instance psychique. Le moi, c'est là où le sujet dit « je », mais ce n'est pas le tout du sujet. Le moi, c'est l'instance psychique qui résulte du refoulement que requiert l'institution, la famille en premier lieu. Refoulement parce qu'il y a un interdit de l'inceste, qui permet une régulation de la sexualité. Mais côté interdit, ce qui se joue, côté social, ce qui joue avec l'interdit, c'est la régulation. Mais côté intimité, ce qui se joue avec l'interdit, c'est le refoulement. C'est donc, si vous voulez, si on pense en termes topologiques, en termes d'espace, c'est donc la mise en place au sein du psychisme, un autre grand élan vers l'avant, c'est la mise en place d'un « non, tu n'iras pas, non, tu ne t'exprimeras pas, non, tu… » Voilà. Il y a un interdit. Au cœur du psychisme, finalement,
il y a un interdit qui est d'un côté fondateur du moi et de l'autre côté fondateur d'un refoulé. Et la force de l'approche freudienne et lacanienne, c'est de poser qu'il n'y a pas de moi sans du refoulé. Ou encore, si vous voulez, qu'il n'y a pas de pensée, et la philosophie et la science et tout ce qui va avec, il n'y a pas de développement de la rationalité sans qu'il y ait en même temps du refoulé. Le moi, c'est une instance psychique où le sujet accepte de se reconnaître, où il peut se reconnaître. Et alors, donc, j'écrivais ça, le moi est l'instance psychique qui résulte du refoulement que requiert l'institution du fait qu'elle est associée à l'interdit, aux interdits fondamentaux. Là, je faisais une petite parenthèse, car qu'est-ce que c'est finalement qu'une institution? Sinon, ce qui se met en place pour maintenir les interdits qui l'ont rendu possible. Comme nous l'avons vu plus haut pour ce qui concerne le passage de la horde à la famille. La famille est instituée par l'interdit de l'inceste, mais elle est aussi l'institution qui pérennise cet interdit par lequel elle se maintient. Au cœur de ce montage donc institutionnel, le moi, c'est-à-dire ce qui du sujet peut passer à la conscience, ce qui du sujet n'est pas refoulé par l'interdit. Alors, je ne peux pas dire je désire coucher avec ma mère, mais je peux dire cette femme que j'ai épousée me fait penser à ma mère. Ou ne me fait surtout pas penser à ma mère. Je peux le dire. Donc, du côté du moi, voilà comment les choses vont se dire, voilà comment elles vont se formuler. Alors, que je ne me perde pas, ce moi, donc, il lui faut aussi des points d'identification, des points de mémité à lui-même, des points où il va pouvoir se dire, des points d'identification. Points d'identification, donc on pourrait se poser la question justement de leur motivation, de leur cause. Qu'est-ce qui fait que tel sujet adopte, accueille, s'attache, tienne à tel ou tel point, sinon parce que par certains aspects, ces points sont justement aussi une sorte de consolation par rapport à ce qui est perdu du fait du refoulement. Le moi s'édifie donc en revers d'un processus de refoulement. Il se constitue par le rejet de pulsions, de poussées, inacceptables, comme telles, inacceptables compte tenu de ce repère qui est en l'occurrence l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme. Mais là, le point important, je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le répéter, c'est qu'il n'y a pas de conscient ou de moi sans inconscient, sans ça. Pas de pensée, donc, pas de sensation, pas d'imagination, pas de raison, pas de conception, toutes ces activités de la pensée. Pas de pensée sans de l'impensable, sans de l'interdit, sans du tabou. Pas de moi sans que s'instaure donc une division subjective. Pas de moi sans que s'instaure une division psychique, pas d'identité donc, sans division du sujet. On était parti du fait que l'identité était du côté du même, du côté de l'unité, et là on est en train de poser quelque chose qui pour le coup est aussi bien sur le plan logique que sur le plan de l'expérience qu'on fait de soi-même, qui est complètement choquant, qui est au contraire l'idée qu'il n'y a en réalité pas d'identité sans division du sujet. Pour aller un petit peu plus loin, on peut, Freud nous apporte une notion, là, un concept même absolument génial. Enfin, il refaçonne un concept qui est celui de symptôme, en mettant en évidence le fait que le symptôme, ce dont le patient se plaint, ce dont il attend d'être débarrassé par son psychanalyste, le symptôme, en réalité, c'est bien un élément crucial de l'identité et de la position subjective et puis du fait, d'une certaine façon, que on vient de parler d'une division,
Mais d'une certaine façon, cette division, elle ne peut pas être totale. Cette division, elle est là. Mais en même temps, il faut bien en un sens que tout ça, ce vivant que je suis, aille dans une direction, quoi. Eh bien, pour tenir tout ça, il y a le symptôme. Le symptôme, alors pour essayer d'illustrer ce que c'est que le symptôme, moi, j'ai l'habitude d'utiliser un peu toujours le même cas là, depuis quelques années. C'est un cas qu'utilise Freud dans son introduction à la psychanalyse de 1917. Le cas dit cas de la dame de 53 ans. Freud utilise ce cas pour présenter donc aux étudiants en médecine auxquels il entend essayer de faire comprendre un petit peu de quoi il est question en psychanalyse. Il utilise ce cas pour mettre en évidence justement l'existence d'un désir inconscient. Comment, en tout cas, l'hypothèse d'un désir inconscient, l'hypothèse d'un inconscient, permet d'accueillir des souffrances psychiques qui ne trouvent pas d'espace d'écoute par ailleurs. L'intérêt de la psychanalyse, dit-il, c'est de pouvoir prendre en charge certains types de symptômes qui peinent à être reconnus comme tels par ailleurs. Elle se rend, cette dame de 53 ans, son âge a une importance parce que ça lui donne une place dans la société, elle est mariée, elle se définit à Freud comme une honnête femme, ce qui, dans la Vienne de 1917, veut dire qu'elle ne trompe pas son mari, qu'elle est voilà, honnête, je ne sais pas trop, mais on imagine quelque chose. Et pour elle, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça, par contre, ça c'est sûr. Une honnête femme de 53 ans, et elle se présente, autre élément important, elle se présente à Freud sur les instances de son gendre à elle. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? C'est mon gendre. C'est mon gendre qui m'a parlé de vous. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle se présente à Freud? Parce que, pas seulement parce que son gendre veut qu'elle aille le voir, mais parce que elle emmerde tout le monde avec ses crises de jalousie. Voilà. Elle n'arrête pas de faire des crises de jalousie, elle en souffre, elle ne peut pas s'empêcher, elle fait des crises de jalousie à son mari, etc. Et tu me trompes avec une femme plus jeune, et patati. Et alors, dans la façon même qu'elle a de raconter ça à Freud, de mettre ça en mots, il apparaît de manière manifeste qu'elle sait très bien que son mari ne la trompe pas. Il y a une histoire de lettre, je passe sur ça, mais elle sait très bien que la lettre anonyme qu'elle a reçue, elle sait qui l'a écrite et elle sait pourquoi la dame qui l'a écrite l'a envoyée. C'est qu'en fait, d'une certaine façon, elle lui a demandé de l'envoyer. Elle ne lui a pas demandé de l'envoyer directement, mais elle était en train de le faire. C'est quasiment. Donc, bref, elle sait très bien qu'il n'y a pas, disons, de cause objective. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause objective, il n'y a pas de cause constatable par tous concernant cette jalousie. Eh bien, Freud donc qualifie cette jalousie de morbide, et dans morbide, il met l'idée que on a là quelque chose qui se répète sans cause objective et qui est une souffrance pour ce patient, pour cette patiente. Alors pourquoi, s'il n'y a pas de cause objective, pourquoi la cause? S'il n'y a pas de cause objective, alors elle fait quoi? Elle fait des comédies. C'est en tout cas ce qu'on aurait tendance à dire. Bon, hystérique. Et derrière hystérique, elle fait des comédies. Il n'y a pas de raison à tout ça. Tu nous fatigues avec tes crises de jalousie. Tu vois bien qu'il n'y a pas de cause. Terminé. Mais ça ne se termine pas, justement. Et elle n'est pas plus bête qu'une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire ça. Voilà, elle n'est pas plus bête qu'une autre. Et pourtant, ça se maintient. Et pourquoi Freud, lui, ne la renvoie pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas, allez, va voir ailleurs, va faire tes comédies ailleurs? Pourquoi il ne dit pas ça? C'est ça qui est génial là, ici dans son invention, son approche. Quelque part, en faisant l'hypothèse qu'il y a des causes qui ne sont pas donc objectives, mais subjectives, mais que le sujet n'est pas le moi, qu'il y a donc des causes côté refoulé, eh bien, il se met en disposition de pouvoir aller, enfin, de pouvoir écouter ce que cette patiente, ce que cette dame en souffrance lui dit, et de ne pas simplement rabaisser ça au rang entre guillemets, comédie.
qu'entend Freud dans ce que se retient bien de dire explicitement cette femme, c'est que si elle a cédé aux attentes de son gendre, ce n'est pas pour rien. Précisément, à l'égard de cet homme plus jeune, elle éprouve un désir qu'elle ne peut pas reconnaître. Du point de vue du moi, c'est inacceptable. Interdit de l'inceste. Interdit de l'inceste, régulation de la sexualité. Je suis une honnête femme. Je ne peux même pas me représenter ce que je suis moi-même de ce côté-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être que ce serait possible, mais en tout cas, c'est interdit. Il faut peut-être distinguer les deux, mais ce serait possible. Après tout, les mots peuvent permettre de le dire. Mais là, c'est interdit. C'est interdit. Or, si ce désir, je ne peux pas l'exprimer tel quel. Par contre, il n'y a rien d'inacceptable, moralement, socialement, du point de vue de l'exigence de régulation de la sexualité, il n'y a rien d'inacceptable à ce que je reproche à mon mari de me tromper avec des femmes plus jeunes, et c'est l'exact pendant de mon désir, ce qui est une manière, d'une certaine façon, de lui donner un espace d'expression. Un espace d'expression. Ce n'est pas la panacée, mais c'est tout ce que j'ai à ma disposition. Donc, bien sûr que j'y tiens. Donc, bien sûr que, même s'il n'y a pas de cause objective, il y a une cause subjective qui est là. Et que tant que cette cause subjective, elle ne connaît pas d'autre destin, j'y reste attaché, je reste rivé à ça. Et je ne vais pas lâcher là-dessus. Je ne vais tellement pas lâcher là-dessus qu'une fois que Freud lui a donné son interprétation, elle se barre, elle ne revient plus. Alors ça fait le beau jeu de ceux qui vont dire, mais si ça se trouve, Freud dit n'importe quoi. Et oui, mais bon, bref. En tout cas, voilà ce que c'est que le symptôme. Le symptôme, c'est bien ce dont on se plaint, mais c'est en même temps ce qui fait tenir. Ce qui fait tenir le refoulé avec le moi, avec la personne. D'une certaine façon, le symptôme, donc l'objet de la plainte, il est bien central dans l'identité du sujet. Dans l'identité, dans la tentative d'identité, dans la tentative d'unité du sujet. Dans la possibilité pour ce vivant parlant de tenir l'intenable. Puisque la division subjective fait qu'en fait, c'est pas tenable, c'est pas supportable. Juste pas supportable. J'insiste sur ces termes-là, c'est pas supportable, c'est-à-dire notre existence de vivant parlant. Je n'ai pas encore entendu la question de la parole, mais disons qu'à la place de parlant, on pourrait dire de vivant institutionnalisé ou marqué de l'interdit. Notre existence de vivant marqué de l'interdit, elle est insupportable. Elle ne peut pas tenir. Voilà. Donc, il faut qu'on se plaigne. Et l'objet de la plainte, il est crucial. Moi j'avoue que j'ai adoré ces aspects-là de Freud qui m'ont rendu capable d'écouter, entre guillemets, en tout cas, de ne pas me plaindre de la plainte de mes collègues. C'était insupportable cette plainte. Ouais, sauf que la plainte, mais pour bosser, heureusement qu'on se plaint, sinon on ne tiendrait pas. Voilà. Donc, le symptôme, et très rapidement, ce qu'on peut voir, c'est comment Lacan, par-delà la question des interdits, par-delà la question de l'institutionnalisation, en un sens, modernise tout ça en relisant Freud à la lumière d'un contemporain de Freud, mais que Freud n'a pas lu lui-même, et dont il a eu le gendre sur le divan, c'est Saussure. Saussure qui est un linguiste, et qui donc met en évidence certaines propriétés du langage en général et de la langue en particulier. Et ce que Freud découvre du côté des interdits en tant qu'ils sont liés au processus de refoulement, eh bien, d'une certaine façon, Lacan l'intensifie, l'accentue, en montrant que c'est notre, entre guillemets, nature de parleur, de parlant, qui est aussi inextricablement liée à cette position existentielle, à cette division subjective. Il y a plein de façons de présenter ça, mais on peut le présenter très rapidement, trop rapidement, en disant que Saussure met en évidence le fait que la langue, quelle qu'elle soit,
Elle est constituée de signes, c'est-à-dire d'éléments distincts les uns des autres, d'éléments qui n'ont jamais une valeur par eux-mêmes, mais dans le rapport qu'ils entretiennent aux autres éléments. La langue est donc, on va dire, à la fois discontinue, parce que ces signes s'articulent les uns aux autres par l'intermédiaire d'un petit vide, discontinuité, elle est aussi différentielle, puisque les signes n'ont de valeur, je l'ai dit tout à l'heure, que les uns en relation avec les autres. Amour, ça n'a de sens que par opposition avec haine, ou mépris, si vous voulez, ou non-respect. En tout cas, amour, ça n'a pas de sens par soi-même. Discontinu. Le langage, en général, et la langue en particulier, parce qu'on fait l'expérience du langage par l'intermédiaire de la langue, introduit dans le réel quelque chose qui n'existe pas originairement dans ce réel, c'est la discontinuité. Le réel, alors, tout à l'heure j'en parlais comme d'un divers éclaté qui part dans tous les sens, oui, mais enfin qui part dans tous les sens, mais comme un grand tout, comme un 1. Et l'exemple que je prends là pour illustrer ça, c'est que l'arbre plonge ses racines dans le sol et déploie ses branches dans le ciel. L'arbre sans le sol et sans le ciel, il n'y a pas d'arbre. C'est bien un tout. Il y a bien un tout. Il y a une continuité. Le réel, il est continu. On introduit donc par l'intermédiaire du langage de la discontinuité. Discontinuité dont on n'en fait pas vraiment l'expérience. On peut en faire l'expérience tout simplement en prenant le temps de décomposer la phrase qu'on est en train de prononcer et de comprendre que nous, les vivants parlants, nous avons affaire avec un vide qui n'existe pas dans le réel. Eh bien, Lacan évolue beaucoup sur ces thèses, mais à un moment donné, ce qu'il va nous dire, c'est que c'est au cœur de ce vide qu'émerge le sujet. Le sujet, le vivant n'advient comme sujet que du fait de ce vide qui vient le marquer comme de l'impossible à dire, plus que de l'interdit. Encore plus loin, on va plus loin qu'avec Freud, parce que l'interdit, en un sens, on voit bien comment le pervers, nos fantasmes pervers peuvent les déjouer. Mais l'impossible, là, c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire que le vivant parlant, il est confronté, enfin, c'est plus qu'il est confronté, il est structuré, il est façonné. C'est de la vie qui est marquée par le langage en tant que le langage introduit du vide dans cette affaire. Et pour donner une illustration de ça, pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses battues et rebattues, mais pour voir ce que ça veut dire dans notre manière d'exister, donc en tant que vivant parlant, ça veut dire que nous sommes les sujets d'une attente qui n'existerait pas sans ce vide. Vous attendez la fin de ma phrase, vous attendez la fin de l'intervention. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce que ça va ? C'est une attente qui est typique du vivant parlant. Ça va nulle part. Hein. Non, mais voilà, on est lié. Ça, c'est du désir au sens lacanien du terme, me semble-t-il. C'est plus simplement du besoin. C'est plus simplement du besoin. C'est pas de la nourriture organique. C'est la nourriture spirituelle. Ouais. Sauf que ça ne comble pas. Hein. Alors, voilà. Et donc le sujet, c'est bien plus qu'une. Enfin, c'est une production des institutions, de l'institution, mais de l'institution qui est l'institution de toutes les institutions, qui est le langage, et plus particulièrement la langue. Et c'est ce qui va aussi permettre à Lacan de dire qu'il est donc sujet du désir. C'est sujet de cette attente qui porte sur quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas réellement. Et qu'il faut donc, en un sens, on voit bien tous les processus de pensée qui se mettent en place, l'imagination, la conceptualisation, toute cette activité de la pensée qui, en un sens, est comme générée par ce vide structurel. Vide structurel, vide qui n'existe pas réellement, mais qui a bien un effet, donc qui est réel. Voilà. Ambiguïté de ce vide. Alors, j'en étais où, moi ? Conclusion. Alors, ouais, c'est la conclusion. Deux conclusions. Une conclusion pour cette partie, l'annonce de ce qui devrait suivre, mais qui ne va pas suivre, et une conclusion générale.
Oui, oui. Donc, l'identité résulte d'une fabrication, notamment institutionnelle. Ou encore, elle résulte de la façon dont le sujet va composer en lui-même avec les exigences de l'institution et faire donc avec la séparation. Si l'identité est fabriquée, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle serait sans nécessité. Elle assume bien une fonction, plusieurs fonctions. Je n'ai pas décliné ces fonctions. Il y a clairement une fonction sociale, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais il y a aussi une fonction subjective. Une fonction, à travers le moi et le symptôme, manière de tenir. Plus du côté du symptôme d'ailleurs que du moi. L'identité est par elle-même une manière d'habiter la vie institutionnalisée. L'identité sert de support à cette vie institutionnalisée, mais elle introduit aussi évidemment de nouvelles difficultés, parmi lesquelles celle que Freud appelait la névrose, par exemple. Alors, ce qui devrait suivre, normalement, il y a plein de trucs à dire en même temps. Vous voyez là, vous ne le voyez pas. Non, vous ne voyez rien, c'est dommage. Hein. Il y a un petit tableau de Magritte, là, assez sympa. Tableau de Magritte qui vient illustrer l'idée que l'identité, d'une certaine façon, ne vient pas répondre à la question du « qui suis-je ». Alors, je reprends les différents points, je vous prie de m'excuser. Le titre de cette conclusion maintenant générale, ça porte encore ton nom provisoire, mais c'est les aléas du... C'est que l'identité est un masque pour la division subjective. De la même façon que la personne est le masque social, l'identité, c'est le masque de la division subjective, de la division qui est nécessaire à la production du sujet, à l'existence du sujet. Un masque par lequel le sujet, à travers le moi, se cache à lui-même sa propre division, l'existence d'une division, la nécessité d'une division. Parce que c'est à cela que je veux en venir. À quelles conditions du vivant peut-il prétendre à l'identité? On posait ça en introduction. Encore, que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité? Quelles sont les conditions requises pour que se fabrique de l'identité? Clairement, de l'institution, comme par exemple la famille. Le débat étant ouvert pour savoir jusqu'à quel point, dans quelle mesure, quel type de famille, etc. Mais on comprend les discussions autour de cette question. Famille par laquelle, ou institution plutôt, par laquelle se perpétue l'interdit, qui rend possible la distinction et la séparation. À quelles conditions aussi? À la condition qu'il y ait langage, la langue dans sa discontinuité, dans ses équivoques et ses limites, est requise pour qu'il y ait quelque chose qu'on peut appeler identité, en termes d'identité subjective. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une identité pour un sujet? Quelles sont les conséquences d'être identifié, d'être identifiable? Quelle est la fonction de l'identité dans l'économie subjective? À quoi sert l'identité pour le sujet? Bon, déjà, à habiter l'institution, la société institutionnalisée, à l'habiter à travers la notion de responsabilité. À habiter également la subjectivité, le fait d'être un vivant parlant, à habiter la subjectivité en y maintenant une forme d'équilibre par le symptôme. Et à masquer aussi la division subjective. L'identité, en ce sens, est le masque de la division constitutive du sujet. D'où troisième et dernier paragraphe de cette, il y en a 4 dans mon truc, je ne sais pas pourquoi, de cette conclusion. Et si la limite de l'identité n'était pas à penser du côté de l'altérité? En effet, ce qu'on a vu, c'est que l'identité, ce n'est pas le tout du sujet. Et que paradoxalement, ce n'est donc pas la division, ce n'est pas dans la division, ce n'est pas à travers la division que se joue le péril pour le sujet.
Ce n'est pas la division qui peut mettre en péril l'identité. Ce qui peut mettre en péril l'identité, c'est de croire que la division peut devenir un péril. Ce qui peut mettre en péril l'identité, c'est de croire qu'elle n'est possible que dans l'unité, de croire qu'elle suppose l'annihilation de l'altérité. Deux pistes. Une piste là pour dire que finalement, si on devait investir les pathologies associées à cette question d'identité, il ne faudrait pas simplement se pencher du côté des pathologies du moi. Et une autre piste, relire Maupassant dans cette optique, le Horla, en se disant que le personnage du Horla, d'une certaine façon, ce qui lui est impossible, c'est de reconnaître qu'il y a de l'autre en lui. Ce qui lui est inacceptable et qui va le pousser au suicide, au final, à mettre un terme à ses jours, c'est d'accepter qu'il n'est pas simplement le sujet rationnel qu'il croit être ou le moi rationnel qu'il croit être, et qu'il y a de l'étrangeté, autrement dit. Mais on voit comment ça le pousse bel et bien à se donner la mort. La folie de l'unité, la folie de la rationalité. Ainsi, si l'identité peut éventuellement servir de réponse à la question « Qui suis-je ?», elle ne peut pas éclairer celle de savoir ce que je suis. Alors, il manquerait toute une série de types de façons d'approcher la question de l'identité, parce qu'il reste aussi l'identité sexuelle, parce qu'il reste aussi l'identité du groupe, ou la problématique de l'identité au cœur du groupe. Mais pour ce qui est de cette dernière, moi j'aime beaucoup cette piste qui consiste à dire que la solution du groupe, enfin, si tant est qu'il s'agisse de parler en termes de solution, elle ne peut pas se situer du côté de l'unité, qui est en fait plutôt peut-être une pathologie du moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que...